Bonjour tout le monde, merci d'être venu, merci à Jeanne pour l'accueil, encore une fois, c'est toujours un plaisir. Donc merci à vous d'être venus aussi nombreux. Quelques mots pour me présenter, donc je m'appelle Olivier, je suis issu de la science et de la technologie dans les matériaux, donc l'ingénierie et puis la recherche. Et à côté de ça, je me suis intéressé beaucoup au digital et puis aux transformations de société, au sens large, par la technologie et la science. Et donc maintenant, je donne des cours en université, école d'ingénieur ou entreprise, la société en général, sur cette grosse transformation 4.0, on va dire, donc comprendre les enjeux, les technologies, les usages. Et donc aujourd'hui, à côté de ça, je suis aussi musicien passionné, on va dire, depuis un moment. Et puis donc, je regarde ça depuis quelques temps. Et je vais vous parler, illustrer à travers la musique, cette transformation de société dont on parle depuis longtemps et qui est témoignée ici par cet événement. Donc à travers la musique, on va regarder le digital et les transformations 4.0 dans ce domaine. Donc pour commencer, je vous proposerai une petite devinette éventuellement. Est-ce que vous voyez le lien qu'on pourrait avoir entre un site de gossip, donc blog célébrité, des mesures qu'on fait sur le soleil, et un programme informatique écrit dans un langage bien orienté pour le musicien, on va dire. Est-ce que vous voyez éventuellement un rapport entre les trois? J'imagine que c'est compliqué un peu. Le rapport, c'est la data. Et ce qu'on fait ici, c'est de la sonification de données, par exemple, à droite. Au même titre qu'on a de la visualisation de données, on va faire des dashboards et des graphes. On peut sonifier la donnée pour, un, se la représenter, et deux, éventuellement chercher des représentations des phénomènes. Donc, par exemple, ce qu'on peut regarder, c'est au niveau du Soleil. Donc ça, c'est des mesures qui sont faites avec un satellite SOHO, qui est autour du Soleil, donc à plus de 150 millions de kilomètres depuis un moment. Partenariat NASA et ESA, donc entre deux pays. On fait des mesures de certaines propriétés, notamment de certaines vibrations, et on est capable d'avoir les infos sur la structure du Soleil. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sonifié ces données. Donc on peut mettre la première vidéo, par exemple. Donc là, ça va être des données d'un capteur sur l'effet Doppler, donc un certain effet physique, on va dire. Et ces données-là, on les a transposées dans le domaine de l'audible, en les ayant nettoyées un peu. Donc c'est ce que vous entendez là. On ne voit pas la vidéo, mais donc c'est une retranscription, en fait, audio de certaines variations d'une certaine propriété physique du Soleil. Bon, voilà, on peut arrêter, merci. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est chercher à déjà avoir une représentation du son et éventuellement trouver de l'information, mais c'est compliqué quand même. On vient faire une transduction. On passe d'une grandeur physique à une autre. Donc du coup, les phénomènes, c'est pas du tout sûr qu'ils soient conservés. En tout cas, ils doivent être analysés d'une autre manière. Mais on fait des essais. On peut reprendre la présentation. Et donc, à côté de ça, un autre exemple, où là, on va chercher à mieux percevoir un phénomène, c'est donc sur le réchauffement climatique. Vous allez entendre deux sons, voilà, ici, donc à droite. Vous allez entendre deux sons, un pad au fond, dont la hauteur du pad sera liée au taux de carbone dans l'atmosphère. Donc ça va faire... Et puis on va avoir des sons pincés par-dessus qui seront liés à la température moyenne, à certaines températures moyennes mesurées à la surface du globe. Et donc ça donne ça, on peut lancer la vidéo, donc on va essayer d'augmenter un peu la vitesse. Voilà, donc là on a le taux de carbone, température moyenne, et on regarde à travers le temps. On a commencé de 1700, on ira jusqu'en 2018. Donc ça donne une idée en fait du phénomène global de réchauffement climatique, on va dire, de sa perception. On peut reprendre la présentation. Merci. Donc voilà, là ça va nous permettre quoi? Alors, sonification de données, on s'en sert pour de l'esthétique, mais on va aussi s'en servir pour, par exemple, de nouveau, éventuellement étudier des phénomènes. J'ai oublié de lancer le chrono. Mais de nouveau, c'est très compliqué, quoi. On regarde un peu dans la bourse. Voilà. En tout cas, c'était en guise d'introduction pour vous dire, voilà une représentation du lien très fort entre la transformation 4.0 et la musique. On a un satellite dans l'espace qui a des capteurs, qui fait des mesures sur l'astre céleste premier pour nous, qui nous renvoie ces données, donc 150 millions de kilomètres, on les exploite et on les transforme en fonction des domaines.
Donc si on parle de transformation, je vous propose une petite slide pour prendre le pouls simplement de cette méga transformation, et après on va rester sur la musique. Donc on va regarder sur 250 ans ce qui s'est passé pour l'espèce humaine, et on va essayer de sortir des composantes importantes. Donc mettons 250 ans en arrière, on libère la vapeur. Alors à ce moment-là, on peut commencer à faire des machines qui n'ont pas besoin d'être près d'un ruisseau, par exemple. On peut avoir du charbon qu'on stocke et on fait tourner une machine qui n'est pas forcément connectée à une source d'énergie indépendante de l'humain, quoi. Donc on commence à développer bien la machine. On travaille d'autant plus la matière et le transport maritime se développe fortement. 100 ans plus tard, on produit, on découvre l'électricité. Donc là, ça devient très très important puisque là, on est capable de transporter cette énergie. On a réussi à s'extraire du ruisseau, on peut se mettre un peu partout, et là on peut la transporter, donc on peut aller encore plus loin et on peut faire une plus grosse diaspora, on va dire, d'industrie. Donc l'industrie là commence à vraiment se développer de manière radicale. Évidemment, on travaille le pétrole, la machine devient les machines, donc on a des lignes de fabrication et on est dans la production de masse. La matière toujours travaillée et le transport ferroviaire, lui, absorbe la vapeur et on a une explosion du ferroviaire. Donc on travaille la matière, on déplace les biens et les services et les humains. Apparaît début 1900 et puis jusqu'à, on va dire, développement jusqu'à 1950, l'électronique. L'électricité, en fait, n'est pas que source d'énergie, elle peut être information qu'on va venir travailler de manière logique, on va pouvoir faire des opérations logiques. Et on commence à avoir une énergie qu'on peut utiliser pour enregistrer les informations et faire du traitement automatique de l'information. Cette électronique se développe en parallèle, un peu plus tard, mais en parallèle quand même, avec l'informatique, où là on passe dans le domaine numérique. La donnée n'est plus analogique, un capteur uniquement, on en prend des flashs réguliers, on perd un peu en précision entre les points, par contre on va pouvoir augmenter considérablement le traitement qu'on va pouvoir en faire. Et donc des années 70, se nourrissent d'électronique et d'informatique, on passe à ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Donc, pardon, ces 4 images que je vous montre, c'est des révolutions industrielles à comprendre bien plus globalement. Ce sont les transformations socio-économiques de la société et donc de l'espèce finalement. Donc je fais juste le focus là-dessus pour sortir les briques élémentaires qu'on va développer après. Donc 70, le nucléaire. On a l'automatisation qui se développe dans l'industrie, donc avec les premiers robots. Enfin les premiers, d'autant plus de robots. La matière toujours travaillée, mais là on commence à parler de données. Une deuxième valeur que l'industrie transforme devient la donnée. Le transport devient aérien. Et là, on en est actuellement. Donc, en à peu près un siècle, on est passé d'un composant intégré des milliards de fois sur une petite surface. Donc, 100 ans pour avoir une ultra miniaturisation. Pardon. De nos jours, l'énergie pose un sacré problème. On la cherche renouvelable. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on vient piocher dans les énergies avant la première révolution industrielle, c'est-à-dire l'éolien et le maritime. Mais là, on a un besoin d'énergie renouvelable. Et on parle maintenant de systèmes cyberphysiques. Donc des machines interconnectées par des réseaux quelconques, qui ont des capteurs, qui font des traitements automatisés. Donc ce sont des machines très évoluées, reliées entre elles. La donnée est devenue centrale. Une des sources premières de notre économie, la donnée, on voit bien que c'est le pilote ultime dans certaines organisations. Et on parle d'un cyberespace. Et on transporte maintenant, la couche logistique n'est plus dans les éléments de matière, mais dans les éléments de données. Et donc on a créé des autoroutes de l'information. Ce que je veux extraire de là, ce que je vous propose d'extraire, c'est le concept de machine fondamentale. L'outil a des gros outils pour l'humain. Le concept de données, sonification de données dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, de bien voir que ces transformations-là sont des évolutions d'une technologie initiale, l'électricité, dont on a pu faire une source d'information et non pas que d'énergie. Voilà. Sortons de là. Je vais donc vous illustrer ces différentes transformations à travers 4 éléments choisis un peu arbitrairement de la chaîne de valeur pour le musicien. On va parler de la production, de la diffusion, du live, donc un élément très particulier dans le domaine de la musique, la représentation live, et la valorisation. Donc je vais accélérer un peu parce que je me suis appesanti. Puisqu'on parle de machine, regardons la machine sonore dans un premier temps, comment elle a évolué. Donc mettons-nous en 1700 et des brouettes aussi. On avait des instruments qui étaient purement analogiques, des principes mécaniques. Ici, un harmonica de verre, des bols, de l'eau.
On fait tourner les bols qui sont regroupés sur un axe, les bols tournent, on met le doigt, ça fait une vibration, on est capable de l'entendre. Et donc on a ici une forme de synthétiseur analogique. Hein. Donc pour l'histoire, il a été interdit après, parce qu'il était censé... Enfin, on le soupçonnait de rendre les gens fous, à la fois par la sonorité et puis par les composants du verre à l'époque qui étaient certainement mauvais pour le corps. Hein. Les années milieu du XXe siècle, là l'électrique, l'électronique intègre l'instrument. Donc là on a les oramiques, donc c'est très poétique. Ici on va utiliser on va faire des modulations sur des courants électriques pour générer du son ou des effets. Mais la manière dont on va faire la modulation, c'est on va couper des faisceaux lumineux qui vont être traduits en électricité. Et la manière dont on les coupe, c'est en peignant avec un pinceau sur des plaques de verre des formes d'ondes ou des comportements linéaires. Donc on peint à la main ces plaques de verre. Ces plaques de verre coupent un faisceau de lumière plus ou moins en fonction du motif. Ça produit des modulations et on a là un synthétiseur qui commence à s'hybrider analogique, électronique, électrique, électronique. Voilà, pour produire son son. Maintenant, le musicien peut avoir des instruments qui n'en sont pas, dans le sens où vous avez des contrôleurs. Donc sur scène, vous avez une personne qui va jouer avec son contrôleur. Elle n'envoie qu'à un ordinateur des informations de commande et tout le son est créé par l'ordinateur. Donc vous avez une grosse manette. Donc vous voyez les évolutions fortes là d'un point de vue de la machine sonore, quoi. Et donc en fonction des artistes, on a des sets plus ou moins fusionnés entre de l'analogie et du numérique. Maintenant, l'instrument s'est complètement hybridé. On peut passer la vidéo 3, qui permettra d'illustrer ça. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des synthétiseurs analogiques. Si vous avez des câbles là, c'est parce que c'est typiquement lié à l'analogique. Donc des sources sonores, je ne sais pas si on peut mettre la vidéo 3. Bon, c'est pas grave si ça vient pas. Donc là, ce que je veux illustrer, en fait, c'est que vous avez un mélange d'analogique et puis de numérique. On va avoir des éléments éventuellement de contrôle, de déclenchement de choses à l'intérieur du circuit. Mais on va avoir une création de son, une matière à la base. Voilà, merci. Voilà, donc là, ça, c'est l'instrument. Alors évidemment, c'est un instrument particulier, hein, tous les musiciens n'ont pas ça. Mais vous voyez à quel point, en fait, l'instrument sonore, à la base, dans lequel je soufflais, est devenu une machine complète de traitement de l'information, en fait. Merci. Et donc, du coup, ça, c'est un deuxième exemple qui montre bien à quel point la musique s'est imprégnée de cette transformation 4.0. On est exactement dans le champ du traitement de l'information, des questions d'interaction machine dont on discutera tout à l'heure, et puis des modèles de traitement. On va pouvoir créer des sons qui n'existent pas, etc., quoi. Donc, la partie numérique peut être à la fois dans les commandes et les opérations, c'est-à-dire qu'on va utiliser des horloges. Il faut tout ça qui marche ensemble, donc il nous faut une pulse, un cœur qui bat, et tout le monde se met au diapason. On va avoir donc des instruments, des éléments de contrôle divers et variés, du monitoring, des réglages de fonctions. On va travailler des effets, l'outil de composition, c'est numérisé aussi. Alors, il y a eu une très grosse avancée dans les années 80 pour la musique. C'est ce qu'on appelle le protocole MIDI. Et avant de parler de protocole MIDI, on va discuter protocole tout court. Donc les protocoles, c'est une notion qui est au cœur des systèmes informatiques. C'est la notion d'interconnexion. Pour s'interconnecter, il faut qu'on se comprenne. Et pour qu'on se comprenne, il faut qu'on parle un langage commun. Donc ça, c'est une première définition du protocole. Quand on échange humainement, on utilise une langue commune et puis on va pouvoir faire fusionner, se rencontrer. Il en va de même pour la danse. C'est une notion de protocole. Il faut qu'on fasse des choses dans un certain ordre, avec un certain sens, pour que l'ensemble tourne correctement. Donc là, on peut voir deux machines qui dansent, deux machines humaines qui dansent comme un échange de protocoles, hein. Enfin, un partage de même protocole. Globalement, on va avoir dans le protocole des notions donc, de syntaxe, c'est-à-dire je présente l'information dans un certain ordre. Deuxièmement, l'information elle-même, qu'est-ce que je présente? Et troisièmement, un timing. Si je vous parle, si vous me parlez, il faut que je vous écoute, quoi. Donc ces trois notions-là sont à la base des protocoles, et notamment informatiques. Et donc un protocole, c'est un ensemble de règles qui vont régir les échanges de données et les comportements collectifs d'agents en réseau. Donc c'est central dans l'informatique.
Alors le protocole MIDI, donc ça apparaît au début des années 80, enfin oui, début des années 80, ouais. Le but, c'est que certains fabricants de machines ont senti la nécessité d'interconnecter leurs synthétiseurs. Ça commençait à devenir très compliqué de faire la musique ensemble avec des machines numériques si elles n'ont pas ce maître-temps, ce chef d'orchestre qui, lui, la mesure parfaitement, quoi, parce que la machine, elle tourne parfaitement. Donc il a fallu commencer à synchroniser les choses pour avoir un maître d'orchestre virtuel. Donc ils se réunissent et puis ils font la première norme du protocole MIDI dans les années 80. Donc ils définissent aucune information musicale en soi. C'est un protocole qui va permettre d'envoyer des informations de commande, dire par exemple je tourne un bouton rotatif à la valeur 0,05 de sa course. Ça va être une information MIDI, ou ça va être des notes. Vous avez ici une partition, alors on voit pas, c'est pas grave. Là, c'est la partition MIDI. Donc les notes sont représentées par des barres avec une certaine durée. En fonction de leur hauteur, c'est la hauteur de la note, do, ré, mi. C'est exactement comme l'orgue de Barbarie. On avait des cartographies perforées, et puis on faisait passer la partition. Voilà, c'est exactement le même principe, sauf que c'est en numérique. Donc avec le MIDI, vous allez échanger des informations de commande entre vous et la machine. Une fois que vous avez ça, donc vous pouvez faire parler les machines entre elles, mais surtout dans le processus de production, vous avez un développement énorme qui se fait. Vous pouvez par exemple laisser tourner la piste en continu, voir ce que ça vaut, changer de type d'instrument, changer une note. C'est pas du tout pareil qu'être bassiste et puis faire son travail et puis rejouer ce travail-là pour voir si la note-là est bien, puis le rejouer encore pour autre chose, des effets plus limités, etc. Donc vous avez une expansion phénoménale des possibles grâce au protocole MIDI pour le musicien. Donc je vais accélérer. Alors regardons l'écosystème du musicien dans sa production. On va prendre le cas de Mozart, Wolfi. Donc voilà, Mozart travaillait donc essentiellement avec sa tête et puis un papier et une plume. Il avait un système de représentation musicale où on écrivait chaque note, une par une. Donc les corrections, on imagine bien que c'est compliqué. Il faut qu'il se représente mentalement l'ensemble des partitions qu'il est en train de créer pour en avoir une représentation sonore dans la tête, savoir ce que ça va donner. Est-ce que je mets une flûte ou un hautbois ou je ne sais quoi. Et la performance, quand il voulait jouer ses pièces, il devait réunir un ensemble de musiciens et il était aussi maître-temps lors de la performance. C'est lui qui donne le cœur aussi. Donc une position centrale avec énormément à avoir en tête pour le musicien. Maintenant, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des Digital Audio Workstation, donc des stations de travail audio numérique en français. Donc des logiciels qui intègrent énormément de fonctions. Donc on a différents instruments, des tables de mixage, on va avoir des partitions intégrées. On va pouvoir créer des groupes, se représenter visuellement des ensembles, faire 1000 et 1 million de tests possibles, faire de l'aléatoire sur des réglages, travailler l'accident. Donc on a ici une matière qu'on peut travailler de manière beaucoup plus fine parce que l'outil est extrêmement plus développé. Ce n'est pas que la plume et le stylo, c'est tout un ensemble de traitement de l'information qui est réalisé. Les pupitres, déjà nombreux, faut l'avoir en tête, ont complètement explosé. Vous allez avoir une quantité de plugins incroyable avec des représentations de sons plus ou moins bien faites. Ça dépend de combien vous payez. C'est sûr que la qualité a un prix aussi. Et donc des effets, des ensembles d'instruments qui n'ont jamais existé, par exemple, ou d'autres qui vous transforment la voix en flûte, par exemple. Donc vous avez un espace extrêmement intéressant pour la création. Donc la machine informatique pour le musicien, dans la phase production, elle apporte déjà premièrement l'interconnexion de ces différentes machines, qui est quelque chose d'essentiel, puisque la musique, c'est essentiellement une succession d'événements dans le temps qui doivent rester synchronisés. Si vous avez des petits décalages, vous le sentez tout de suite. Donc elle apporte une maîtrise du temps, un espace de création infini par les pupitres, les réglages, les couleurs sonores, les possibilités de routage. Et plus important, je trouve, c'est l'impact sur le processus cognitif de création lui-même. La projection que Mozart fait, s'il était à notre époque, serait extraordinaire. En fait, les œuvres qu'il pourrait produire, probablement qu'elles seraient extraordinaires, puisqu'en fait, il pourrait gagner cette capacité de production et travailler d'autres éléments. Ou peut-être qu'il resterait à sa méthode. Mon but n'est pas de défendre l'un par rapport à l'autre. L'édition des partitions, ça faut bien comprendre qu'écrire une musique, c'est essayer et recommencer. Donc si on n'a pas de système pour éditer facilement, enfin en tout cas quand on a un système pour éditer facilement, alors on passe dans un autre monde. L'approche par essai, tâtonnement, accident. L'accident est créatif, on a même des esthétiques du bruit, des esthétiques de l'accident qu'on peut travailler. Donc là vous avez des courants qui peuvent se développer, des courants artistiques.
Les rappels pour des comparaisons, je veux comparer tel mixage à tel autre mixage. Mixage qui était ici inexistant à l'époque. Maintenant, avec nos systèmes de diffusion, on rajoute des couches et par le mixage, on va pouvoir changer l'œuvre telle qu'elle est réalisée sous nos yeux. Donc un océan et une infinité. Alors on trouve plein de matériel, maintenant ça c'est ultra démocratisé, hein. Vous avez des home studios, donc vous pouvez avoir vraiment de quoi créer de la musique, hein, avec des appareils divers et variés, différentes interfaces dans tous les sens du logiciel. Et la version top de ces home studios sont ce qu'on peut regarder à Hollywood, donc Hans Zimmer par exemple. Pareil, une méta-machine de traitement automatisé de l'information, avec un poste de pilotage à hauteur. Et qu'est-ce qu'on fait donc dans ces studios de Hollywood? Eh ben, on crée alors des morceaux, hein, évidemment, pour des gros blockbusters. Donc là, il faut imaginer le nombre d'ordinateurs qu'il y a derrière pour la bande-son. Si on inclut dans la bande-son la musique, également tous les bruitages. L'eau qui tombe plutôt par là que par là, refaire du 5.1, etc. Donc c'est une énorme machinerie de calcul synchronisée à l'image. Donc c'est des très gros paquebots quoi, de projets artistiques et informatiques en soi. On va donc créer des sons qui n'ont jamais existé. Hein. Jurassic Park, on n'a jamais eu le son du dinosaure. Eh ben, on va essayer d'en créer. Quoi, hein. Donc, alors, c'est pas ce qu'ils ont fait dans Jurassic Park. Il y a des travaux des recherches qui regardent, d'après les ossements qu'on trouve dans le crâne, éventuellement le type de fréquence qui serait prioritaire sur tel animal, hein, en fonction de comment ça rebondit, comment c'est produit. Donc là, c'est un premier champ. Pour Jurassic Park, ils n'ont pas fait ça, je crois, mais par exemple, alors c'est pas pour celui-ci, mais pour un autre dinosaure qui fait un petit râle à un moment, enfin, il fait des trucs comme ça, quoi. Bref, je le fais pas bien. Ça, je crois qu'ils ont pris des tortues en copulation, qu'ils ont dépitché. Ils ont mis le pitch très très bas, et ça fait une sorte de râle, quoi. Donc ça permet aussi d'illustrer le potentiel exploratoire qu'on a au sein de la musique maintenant qu'elle est numérisée. Donc conception, production, calcul rendu, sur des paquebots qui sont à maintenant donc plusieurs centaines de millions de dollars. Quoi. Le plus gros film, c'est 420 millions, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle, des derniers Avengers ou un truc comme ça. Ou Avatar, je crois que c'était 240. Donc des énormes paquebots avec un système de traitement de l'information à côté qui va bien. Si on regarde d'un point de vue code, alors on a plein d'exemples, plein de nouveaux outils qui se développent. On a des paradigmes graphiques. Ça, c'est du code informatique. Ça s'appelle Max MSP, enfin Max, c'est un environnement de développement qui est fortement orienté vers le musicien et qui contient des nombreuses bibliothèques qui font du traitement facile pour le son, donc il est apprécié par les musiciens. Donc là, on va avoir des nouveaux types de code, on va dire, des performances, du live coding. Donc là, vous avez sous les yeux deux personnes qui sont en coopération, elles tapent le code, vous voyez le code sous les yeux, et en même temps, vous entendez le résultat, et vous pouvez voir éventuellement la couche visuelle s'ils en mettent une. Donc là, vous avez une nouvelle forme d'art, la coopération en temps réel par de la ligne de code pour faire du son. Intéressant. Vous avez tout un écosystème aussi d'équipements micro, diodes, etc. Vous pouvez faire vos propres équipements avec la culture do-it-yourself essentielle, la culture-là, qui a émergé par Internet et qui est certainement une des plus grosses sources d'innovation possible. Vous pouvez faire vous-même plein de trucs maintenant, dans la musique d'autant plus. Donc très gros processus créatif sur le do-it-yourself. Voilà une association qu'on a avec des amis et on fait des instruments de musique. Là, on va mélanger un tactile, tangible, palpable. Ici, on a un Arduino qui va faire une synthèse. Le synthétiseur est là, mais l'ensemble est envoyé à des effets. Les effets sont pilotés par cette tablette et il y a un ordinateur en dessous qui fait le traitement. Nouveaux instruments, des encres conductrices. Donc là, on voit aussi un potentiel intéressant, fort. Et là, ça m'amène à un petit point, ce qu'on appelle l'interaction machine, donc une composante essentielle aussi dans le 4.0, puisque les machines nous entourent, il faut qu'on communique avec, qu'elles nous informent et qu'on les pilote. Donc c'est devenu une couche, non pas un simple vernis, mais c'est devenu une couche essentielle, l'interaction machine. Une des plus grandes illustrations de ça, c'est l'innovation de l'iPhone. Il a été innovant dans les années 2000 par le fait qu'il soit smartphone, mais aussi qu'il ait une interface tactile. Et ça change tout dans l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, elle est garante de l'usage à terme. Si l'expérience est mauvaise, je décroche. Donc la machine et l'informatique apportent une automatisation, une explosion des matériaux et des traitements possibles, un impact fort sur le processus créatif. Mais la musique, en même temps, c'est donc succession d'événements dans le temps. L'appareil auditif
et le traitement qu'on en fait sont quand même très sensibles à des petites variations, et vous allez vite entendre des décalages, hein, si ça se passe. Donc vous avez une grosse machine devant vous, avec plein de points d'entrée, et vous voulez l'influencer, par exemple, en création, en production. Il faut que quand vous tourniez votre bouton, l'impact soit immédiat, le plus vite possible, sinon ça devient vraiment problématique. La pièce s'effondre. Donc on a eu besoin d'avoir de nouvelles modalités d'interaction avec la machine en temps de réponse et en manière de déclencher l'ordre. Là, j'ai les deux mains prises. Si je voulais envoyer une information pour déclencher les vidéos, par exemple, me resterait le pied, le geste. Voilà, ça, c'est les modalités d'interaction. Donc du geste, tactile, etc. L'informatique musicale est un énorme labo d'interaction machine. Donc là, on a un ensemble de pédales mises à hauteur. Normalement, c'est des pédales au pied. Donc main-pied, interface tangible, palpable. Donc là, je peux me permettre de ne pas regarder mon équipement. Je peux regarder ce qui se passe sur scène quand je suis à la table de mixage et je retrouve les bons faders. Énormément de tactile qui a été testé. Des hybridations. Là, on a une boîte à rythme à interaction tactile et tangible. On va avoir des nouveaux types d'instruments, un clavier qui a énormément d'expressivité. On peut jouer la note, plus ou moins fort, mais on peut avoir aussi toute une subtilité sur l'axe X, Y et Z. Enfin, pardon, j'ai fait les mauvais axes, mais vous voyez, sur les trois axes, vous pouvez faire des micro-vibrations du doigt qui vont faire bouger plus ou moins le son. Donc très intéressant. Des gants, interaction gestuelle, accéléromètre, et des essais ici comme ailleurs sur l'interface qu'on appelle neuronale, donc indirecte, puisqu'on a un casque. Donc ça, c'est extrêmement exploratoire. Le temps de réponse est très long, on est de l'ordre de la seconde. Et ça, c'est strictement impossible. Si moi je fais du synthétiseur et que vous ayez une ligne de basse, qu'on ait une seconde de décalage, c'est impossible que la musique fonctionne, quoi. Donc des essais, surtout sur de l'ambiance, où on va essayer de commander des modifications de ce son derrière. Donc un très gros labo interaction machine. On sort de la production, on va voir du côté de la distribution. Et on va faire un passage très rapide par Internet. Voilà, simplement pour prendre un peu le pouls aussi de cette transformation. Donc c'est vraiment une merveille du monde, hein. C'est comme ça qu'il faut vraiment le comprendre. Si on regarde l'historique, un peu trois phases de déploiement classique, on va dire qu'il y a une preuve de concept qui se fait des années 70 aux années 80. D'abord 2 ordinateurs en Californie, puis 200 10 ans plus tard. On commence à déployer cette techno des années 80 aux années 2000. Voilà, l'année 2000, on est 400 millions d'internautes. 20 ans plus tard, donc l'envol, hein, les GAFA évidemment, et on est un peu plus de la moitié, voire le tiers, d'après ce chiffre-là, les 2 tiers de personnes connectées dans le monde. Donc premièrement, en 50 ans, c'est une explosion médiatique en fait. On a une infrastructure maritime, on a des satellites, on a fait une toile physique, et maintenant, donc on a des projets de, par exemple, Musk, avec Starlink, de connexion, enfin de création d'une infrastructure spatiale pour aller diffuser Internet. Donc aussi, juste une toute petite parenthèse, un des points très importants de cette transformation qu'il faut bien prendre en compte, c'est que donc en une vingtaine d'années, Musk qui vient de PayPal, on va lui dire les 30 ans, en 30 ans, cette personne-là envoie des satellites de manière privée sur l'ensemble de la... Enfin, son but est de couvrir l'ensemble de la planète par ces satellites. Il est aussi donc... il fournit aussi du service à la NASA pour envoyer les astronautes. Donc c'est très intéressant de voir comment le domaine de l'espace n'est plus du tout celui des États. Il commence à se privatiser de manière sévère. Et ça va être à des enjeux clairs, forts à venir. Donc ça, c'est aussi une prise de pouls de cette transformation qu'on a eue en 40 ans par le digital. Maintenant, les grands géants de ce digital qui connectaient les ordinateurs sont en train de connecter l'ensemble de la planète selon leurs envies. Donc ça pose aussi des problèmes à côté, mais ça, on ne va pas le développer. Une définition de l'économie, et on finira sur Internet là-dessus. Si on regarde l'économie, on peut dire que c'est l'optimisation des ressources. Faire économie, c'est pas consommer à fond, hein, pas du tout. Faire économie, c'est optimiser la ressource. Donc c'est quelque chose de très vertueux. Et on va chercher notamment à mettre en place des mécanismes pour s'échanger la monnaie. La monnaie, c'est un des premiers vecteurs d'échange. Dans ce sens-là, Internet est essentiellement une technologie économique. C'est ça son apport. Elle a évidemment plein d'apports. Mais ce que fait Internet nous permet d'échanger de la donnée. Une fois que vous avez mis ça, c'est comme la monnaie à l'époque. On a échangé du bien par la monnaie. Maintenant, on échange de la data via Internet. Et vous imaginez bien les transformations qu'on a eues à partir du moment où on a eu la monnaie. C'est comme ça que le monde a commencé à être un village et maintenant il devient, enfin, à se rapprocher. Et maintenant, il devient un sacré village par Internet.
On va regarder un peu le côté des GAFA et notamment Amazon. Là, vous avez le dollar, enfin la valeur de l'action d'Amazon en dollars, de 98 à 2000 et 2020. Donc on voit clairement deux régimes, une première installation, et puis à partir de 2008, un petit peu avant, une belle ligne droite, bien haute, qui ne bouge pas. Donc dans certains domaines, dans le domaine des cryptos, un comportement comme ça, on peut dire que c'est to the moon, c'est-à-dire que là, c'est l'envol qui est pris. Donc effectivement, une grosse dimension ultra économique à Internet, certainement sa dimension première pour moi, en tout cas dans ses impacts sur la société. Et si on regarde ce qui se passe en une minute, ben effectivement, de toute façon là on voit bien que Internet est dans nos poches dans tous les sens. Donc on est complètement lié à Internet maintenant. Donc ça peut paraître trivial ce que je vous dis, mais c'est juste pour introduire la distribution. On a donc une musique, un bien, qui est en face de lui à Internet, et n'attend qu'une chose, c'est de danser avec lui. Parce qu'en fait ça se marie très bien. Pourquoi ça se marie bien? Déjà, la musique, c'est quelque chose qui est léger en données. Une musique, ça va durer 3 minutes, ça se numérise très bien, et ça se stocke très bien en pas grand-chose du tout. C'est pas comme un film. Ça a déjà connu largement l'expérience du changement de support. La musique, elle est passée de bande à CD, de bande à vinyle, à CD, à cassette, à tout ce qu'on veut. Donc elle a une mutation, déjà, elle est tout à fait trans-support. Il n'y a aucun problème, elle peut le faire. Du coup, elle est parfaitement adaptée à la dématérialisation. C'est un produit qu'on peut considérer comme un snack de données. On écoute une musique, ça dure 3 minutes, je reprends une autre, là j'arrête, j'ai plus envie. Je peux le faire en me déplaçant ou à la maison. Donc je suis tout à fait agile dans ma manière de consommer ce produit. Donc ça le rend aussi intéressant. Et il a une portée universelle, c'est-à-dire qu'on va écouter des titres d'Inde, du Groenland, enfin d'Inuit, et puis d'où on veut, si on apprécie. Donc c'est quelque chose qui est largement partagé, largement consommé, qui a beaucoup de valeur. L'humain sans musique, certainement qu'il est beaucoup plus fade et chercherait tout à en avoir. Donc la valeur musicale est énorme. Et c'est quelque chose qui s'échange très bien dans le cyberespace, cet espace créé par nos machines connectées. Alors on a une géosphère, une biosphère qui vient dessus, une anthroposphère, c'est nous. On peut considérer un cyberespace, une autre sphère de l'activité humaine, sous-branche de l'anthroposphère. Et en fait, voilà, à l'intérieur de cet espace, donc mettons Internet, tout s'échange. Et la musique était donc un candidat idéal pour suivre la transformation digitale comme n'importe quelle autre chose, mais lui en premier, la musique peut-être en premier. La donnée musicale, une fois que je l'ai numérisée, je la mets dans l'accélérateur de valeur extraordinaire qu'est Internet. Et donc là, j'ai la notion d'asset digital. Un actif digital. Donc quelque chose de très classique dans plein de domaines, sauf que la musique a été parmi les premiers et c'était tout à fait naturel. Donc si on parle de business model, par exemple, les nouveaux, juste un, on va regarder le streaming. Donc point de vue consommateur, le streaming, je paye 10 € par mois et je vais accéder autant de fois que je veux, n'importe quand, n'importe où, pendant la durée que je veux de mon abonnement, à un ensemble de 50 millions de titres sur Spotify. Donc ça, il faut bien prendre le pouls, c'est une révolution époustouflante. On a vu tout à l'heure les casiers de vinyle, donc on voit bien d'un point de vue logistique, c'est déjà compliqué d'avoir tous ces casiers. Mais là, que maintenant dans nos poches, on a accès, si on veut, à toute une vie d'écoute, de toutes les œuvres qui nous intéressent, le modèle a radicalement changé et très vite. Le modèle de comment faire de l'argent avec cette valeur. La valeur ayant été changée dans sa diffusion. Voilà, les 3/4 des revenus aux US en 2018, dans l'industrie musicale, c'est du streaming. Donc c'est en 15 ans, j'imagine que ça a bougé comme ça. 15 ans pour passer d'un modèle qui avait 0 streaming à celui qui a les 3/4, c'est une transformation fondamentale du business model. Donc c'est certainement intéressant pour le consommateur. En revanche, ça pose plus de problèmes pour le producteur. Alors c'est très bien, on peut émerger. La culture du buzz peut faire apparaître, enfin le buzz, sans être péjoratif, va pouvoir faire apparaître des artistes qui seront plus ou moins des étoiles filantes. Hop, un shot et c'est fini, ou alors ça va continuer, mais ça c'était vrai avant aussi. En revanche, quand même, c'est compliqué de se faire de l'argent avec ce modèle. Si je ne me trompe pas, l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça, peu importe la plateforme. Si vous voulez vous faire quelques milliers d'euros, il faut qu'on vous écoute quelques millions de fois. Donc très bien, on peut émerger, mais on émerge dans un océan, en fait. Donc tout ça veut dire que le musicien il doit aussi se redéfinir par rapport à simplement le mode de distribution de son œuvre. Donc des stratégies à chercher. Voilà par exemple un océan d'acteurs sur les réseaux sociaux qui permettent de diffuser de la musique.
Donc autant ça propose un océan qui peut être un peu angoissant pour le musicien, autant Internet lui donne aussi les moteurs de ces nouveaux services dont il va avoir besoin. Donc innovation extrêmement importante au sein d'Internet aussi. Vous avez donc des outils à nouveau pour faire votre diffusion do it yourself qui vous permet, j'ai jamais testé, hein, donc corrigez-moi si c'est un peu excessif, mais qui permet en quelques clics de mettre votre musique sur plein de plateformes. Donc c'est pas difficile, ça coûte pas cher. Par contre, il faut avoir un certain apprentissage, quoi. Mais vous pouvez avoir donc là un outil qui vous automatise aussi. Donc vous devenez aussi une personne qui fait du traitement automatisé de l'information, pas dans le son, mais dans votre valeur. La stratégie digitale des conseils et des agences comme ici à Nancy, New Agency, sans faire de pub, voilà, on va avoir un ensemble d'outils et d'acteurs qui apparaissent pour accompagner le musicien, parce qu'en fait la transformation, elle doit vraiment réussir à s'appréhender, quoi. Et tout seul, c'est compliqué. Évidemment, de la base de données, business intelligence, donc l'intelligence métier, pas business uniquement au sens de l'argent, le business c'est le métier aussi. Tu es dans quel business, c'est pas combien tu fais, quoi. Donc le business, l'intelligence du métier, la compréhension du métier. Donc le BI dans la musique avec l'IA, ça se marie très bien. Big data, c'est clair aussi, puisqu'on va avoir des avis sur des réseaux sociaux qu'on va comparer à des écoutes. Donc on a des choux et des carottes, mais qui font un beau pot-au-feu quand même qui a du sens. Donc c'est ça le BI aussi. Donc du coup, là, on va avoir des intelligences artificielles, par exemple, qui vont nous aider à trouver des styles, des recommandations de contenu. Donc on a aussi ici une culture à avoir pour le musicien qui est de bien, par exemple, taguer ses morceaux. Le tag va être essentiel dans ce nouvel appareil de diffusion parce qu'on va falloir retrouver dans cette grosse botte de foin la petite aiguille qui est la nôtre. Et c'est grâce au tag. Donc ça fait partie par exemple de la transformation que le musicien doit faire pour comprendre la techno qu'il a en face. Donc transformation des métiers en général, hein. On voit qu'il y a un gros savoir technologique à acquérir. Cette transformation 4.0 qui a été absorbée par la musique fait une transformation radicale de la filière. Le musicien, comme plein d'autres business, hein, peut être entrepreneur, multicasquette. Il peut être en contact direct aussi avec son public. Ça change pas mal la donne. Les impacts sur la production, imaginez à l'époque quand vous avez un vinyle qui fait tant de minutes. Donc tes morceaux doivent finir sur tant de minutes. Donc la technologie conditionne l'œuvre dans sa durée, là. Maintenant, vous avez des musiciens comme Otecre, par exemple, ils font des albums qui durent 4 heures sur Internet, ou 3 heures, ouais, 4 heures, voilà. On va donc utiliser des bruits en guise d'instruments, des partitions qu'on va pouvoir créer sur base d'un trafic audio. Ça, c'est des projets qui vont se faire à Esch, capitale de la culture l'année prochaine. Donc, sonification de données. Et on va utiliser des données de trafic, donc des voitures qui passent sur un pont. On peut mesurer des informations, ne serait-ce que le passage. Ça nous fait de la donnée. Une succession d'événements dans le temps. Partant de là, on peut refaire de la musique. Donc, plein d'explorations interdisciplinaires avec les retombées propres à chaque fois. Donc, l'océan des possibles, production, stratégie, modèle, qui pose la question du choix. C'est très compliqué, c'est même endurant de faire de la musique informatique quand on est seul, par exemple, maintenant. Parce qu'il y a tellement de possibles qu'on en a marre à la fin de la journée d'avoir essayé plein de trucs, et de toute façon, il y a toujours mieux possible, mais on n'arrive pas à l'atteindre, par exemple. Donc le choix. La connaissance, pour pouvoir faire un choix, il faut connaître les phénomènes, il faut savoir les tags, par exemple, l'importance. Et ça, c'est clairement Internet dans toute sa splendeur, ce que ça apporte à tous les niveaux, hein. Énormément de possibles, il faut connaître. Et on a énormément de choix, mais il faut savoir choisir alors. Donc regardons le live maintenant. Un concert à l'époque, donc de la lumière à la bougie, quelques personnes pour écouter. Et puis pas d'amplification, bien sûr. Maintenant, on a des méta-systèmes, des gros paquebots sonovisuels, donc là, Björk, avec une projection extrêmement grand écran sur une image, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, l'image est probablement de super qualité, mais on va la projeter sur un petit tissu rideau qui va la couper, on va dégrader pour l'esthétique. Finalement, un parfait rendu qu'on aurait sur un écran, avec elle derrière. Il faut bien voir que tout est synchronisé, hein, de nouveau. Donc vous avez des parallèles, comme ici, il y a une vidéo qui tourne, qui est projetée, un film qui se fait avec un micro. Bon, on n'a pas besoin d'être super synchro, nous, mais c'est exactement le même genre de principe derrière, puissance 10 000. Amon Tobin, donc là, vous êtes dans le blockbuster de l'audio. C'est un concert, mais c'est à base de SoundFX. Donc vous voyez, c'est du mapping, il est dans un cube, donc une grosse esthétique, on ne le voit pas bien, et plein de cubes à côté. Et donc il y a un super mapping qui se fait, et c'est très impressionnant. Mais là, on est vraiment dans une sorte de blockbuster, il faut aimer le style, quoi. Mais c'est du son ciselé, c'est de la dentelle quand même, hein, de la dentelle sonore. Donc des systèmes synchronisés, par exemple. Prenons le cas d'un groupe de 3 personnes, un guitariste, un synthétiseur qui fait la voix et puis un batteur.
Donc ils font un concert et puis ils veulent projeter aussi de la vidéo. Ils veulent projeter les deux en synchronisation. Donc déjà, ce qui se passe entre eux, ils vont être déjà synchronisés entre eux. Ils vont avoir les pédales reliées entre eux, ce qui fait que quand le musicien, par exemple, appuie sur nouvelle scène, il peut envoyer à la vidéo, déclenche la nouvelle vidéo, et dans les 4 pédales-là, tu charges tel effet. Ils vont partager une horloge qui va pouvoir permettre de synchroniser le délai, par exemple, la répétition qu'on pourrait avoir. Elle est bien au tempo d'un flash qui se met à l'image. Donc synchroniser entre eux. Synchroniser, donc, ils envoient un ensemble de données à une table, à un extérieur. Voilà. Ils envoient leur set de données de l'audio qui est projeté dans les enceintes, de la vidéo, enfin déclenchement de vidéo qui est projeté à l'écran. On a un traitement in situ qui doit se faire, c'est la table de mixage. Elle collecte toutes ces données, en tout cas audio et vidéo, et elle fait en sorte que l'audio soit correctement audible en fonction du contexte. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beau programmer comme on veut, tout ce qu'on veut, dans le spectacle vivant et notamment musical, on aura toujours besoin d'une personne qui fait l'art du contexte quelque part, hein, qui arrive à équilibrer l'ensemble des sources pour que dans ce cadre-là, ça se passe bien. Donc finalement, on voit que c'est des systèmes interconnectés entre eux. Différentes expérimentations, on va mélanger donc pour l'esthétique, Muse, mettre ce qu'on appelle un chaos pad, donc contrôleur tactile sur la guitare, et on essaye de voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, ici par exemple, c'est sûrement pour l'esthétique, certainement essentiellement pour l'esthétique. Muse toujours, je ne sais pas que je sois fan, mais ils explorent. Un concert par drone, là on commence à être dans ce qu'on appelle un show cyber-physique. On a des drones qui peuvent se déplacer, là ils faisaient juste de la captation, mais on pourrait envisager un spectacle son-image plus appareil volant, cyber-physique, des robots, quelque part. Tout ça de nouveau synchronisé. En termes d'expérience usagée, elle a été transformée aussi. On voit bien que la notion de partage est redéfinie. Hein, donc déjà, on a tout un ensemble de murs dans les concerts qui apparaissent, donc c'est parfaitement gênant pour l'arrière. Donc le partage s'arrête là où je ne regarde plus. Mais aussi, voilà, on a quand même une culture de vouloir partager un ensemble d'éléments grâce à Internet, et on le fait, ce qui est très bien. Donc il y a une expérience qui a un peu changé. Des essais sur du participatif avec les portables. Donc on essaye, on expérimente. C'est un labo, la musique. Et donc une dualité classique aussi dans d'autres domaines. On a l'opposition entre enregistrer et partager par rapport à ici, maintenant, à l'expérience usagée, quoi. Donc ça, on le voit bien fort dans les concerts. C'est en ça aussi que c'est un démonstrateur pour moi de cette mutation technologique. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la vit ou est-ce qu'on la regarde et puis on essaye tous d'avoir le comportement de se débrouiller avec ça, quoi. Je pense qu'il faut... Une minute encore, ça va ou non? 3 minutes? Merci. Alors la valeur, dernier élément. Donc classique à la base, que ce soit vinyle ou alors numérique, on a la notion d'album et la notion de titre. Ici, un groupe que je vous conseille de Strasbourg, Yapoc, très bien, enfin pour ma part. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ces personnes-là, par eux-mêmes, sont capables de faire leur stratégie commerciale. On peut acheter maintenant des titres à l'unité, il n'y a plus besoin d'avoir... C'était vrai à l'époque avec les vinyles aussi, on pouvait acheter face A, face B. Maintenant, la face B n'existe plus. On peut acheter à l'unité 1, 2, 5, 7 de l'album. Donc ça peut être intéressant aussi à voir ce qu'on peut en faire. Mais la musique n'est pas du tout le seul élément de valeur. Vous pouvez produire et acheter ce qu'on appelle des plugins. Donc vous allez vendre votre synthétiseur. Moi, j'ai fait un code qui fait tel type de son, je vends ce code. Ou je l'échange, autre élément de valorisation, quoi. Donc vous allez avoir des milliers, des dizaines de milliers, en fonction des couleurs sonores que vous voulez, de plugins, plus ou moins expérimentaux, là, max à droite. Donc tout un champ, tout un business. Apparaissent aussi les stems. Donc avant, on avait des samples et des loops. Donc un sample, un petit bruit. Un loop, quelque chose qui a pour but d'être joué à l'infini. Maintenant, on vend des stems, c'est-à-dire le morceau, je fais un morceau avec mon groupe, et je vous vends les pistes séparées. Donc vous pouvez garder la basse, la guitare, la batterie, et mettre votre chant. Ou alors, si vous êtes DJ, c'est certainement très intéressant, le stem. Finalement, le musicien devient aussi un maître Lego. Les briques sont devenues de plus en plus petites, il peut faire des assemblages de plus en plus fins, une granulométrie qui est descendue. Donc lui, il a une habileté qui va pouvoir bien s'exprimer, quoi. La blockchain, on va passer rapidement ce slide-là pour gagner du temps.
Je voulais simplement illustrer alors, dans la valorisation 2 essais qui sont faits, hein, parmi tant d'autres. Hein. La blockchain elle-même, donc la blockchain qui permet de faire des échanges peer-to-peer, on va dire une technologie qui est explorée, qui peine pour beaucoup à trouver un business model, puisque là on veut chercher à enlever ce qu'on appelle un intermédiaire entre celui qui produit et celui qui consomme. Pour autant, certainement extrêmement puissant, et vous avez des domaines comme la supply chain, par exemple. Hein. Là, le métier qui envoie les chaussures faites en Chine en Europe, les cargos, la supply chain, on va dire, qui étudie fortement ça, et puis vous avez déjà certainement entendu parler de la blockchain. Donc la blockchain, elle est tout à fait explorée chez le musicien, notamment pour la gestion des droits dans le cyberespace. Vous avez plein de machines interconnectées, donc un café qui veut écouter sur Spotify un titre, mais ce titre-là existe aussi ailleurs, mais il existe aussi ailleurs, il existe aussi ailleurs. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à garder trace de cette information pour la gestion des droits, sans avoir à les mettre dans les mains d'un seul agent, par exemple iTunes, SACEM ou autre, quoi. Je la fais très vite hein, sur la blockchain. Donc, voilà. En tout cas, elle essaye aussi, on fait des essais. On fait aussi des essais d'utilisation de la blockchain lors d'un événement. Voilà. Donc, je vais aller plus vite. L'intelligence artificielle, vous en avez entendu parler. Voilà. Pour conclure, j'espère vous avoir montré que voilà, la musique, c'est un laboratoire, démonstrateur, un exploitant à la pointe du 4.0, clairement dans certains domaines. Traitement du signal, traitement automatique de la donnée, l'interaction aux machines et l'écosystème de création. Et pour vraiment finir, là, ce qu'on peut regarder de nouveau, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est comment l'outil, donc l'humain va faire des outils pour travailler, développer ses connaissances. Mais c'est intéressant de voir comment l'outil en retour change la manière de produire la connaissance. Et on le voit bien dans le cadre de la partition, Wolfi en haut. Yanis Xenakis, dans les années 50-60, la musique concrète, ça c'est une partition. On ne regarde pas de la hauteur, do, ré, mi, on va regarder la fréquence du son, avec placement dans l'espace par exemple. Donc des partitions tout à fait différentes. Et on est capable, avec nos machines, d'avoir des systèmes d'écriture de ces partitions. Donc là, vous avez une partition qui pourrait très bien envoyer soit des variations sur une trompette, mais qui pourrait très bien envoyer la variation du déplacement d'un robot. Et là, ça me permet de finir avec le début. En fait, la data centrale dans notre économie a pour propriété d'être transmutable. Donc on peut faire une transduction, comme on peut changer une grandeur physique en une autre. C'est le propre de l'informatique, traitement automatique de la donnée. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, ou des réactions, n'hésitez pas. Merci.